Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de retrouver les éditions d'Alva qu'on avait déjà reçues à plusieurs reprises, notamment pour la maison d'édition, une rencontre ciblée sur la maison d'édition et je vous conseille de la revisionner en replay sur la chaîne YouTube, mais également lors de rentrées littéraires. Et à une certaine rentrée littéraire, on nous avait parlé d'Isabelle Amonou, de L'Enfant Rivière. Eh bien, c'est ce soir donc qu'on la rencontre, L'Enfant Rivière qui est sorti le 5 janvier chez Dalva. Et nous sommes donc en présence de Marianne Lacoma et de Juliette Ponce qui sont là, présentes, fidèles au poste. On va commencer par vous, Marianne et Juliette, pour présenter aussi la maison, qui est une jeune maison d'édition. Les éditions d'Alva sont assez jeunes, il me semble moins de 2 ans même. Euh, Oui, 1 an et demi. On voilà. aura 2 ans en mai. Juliette, t'as pas de micro, mais enfin bon. Non, on t'entend pas. Mais c'est pas grave, je fais ta voix off. Parfait. Parce que j'ai C'est désactivé le bon. son. Voilà, ça y est. Voilà. Et on remet le son. Voilà. Alors, Juliette et Marianne, est-ce que vous pouvez nous présenter cette maison et ensuite, dans un second temps, nous présenter la rencontre avec Isabelle Amonou et son texte? Est-ce qu'il y a des anecdotes particulières et savoureuses quant à l'enfant rivière? Ah bah parfait. Alors, bah, savoureuse, je sais pas. Alors, je vais peut-être m'occuper de vous présenter la maison et puis je vais laisser Juliette, qui est plus spécifiquement l'éditrice de Dalva, de vous présenter bah, son histoire avec Isabelle. Donc, Dalva, c'est une maison d'édition où on travaille en binôme avec Juliette. Donc, moi, je m'occupe plus de tout ce qui est relation avec la librairie, avec les festivals, tout l'après-publication. Et puis, Juliette, elle, c'est elle qui choisit les textes et on travaille ensemble sur tout ce qui est couverture, présentation, etc. Voilà, pour vous résumer un petit peu. Donc, Dalva, c'est une maison d'édition qui effectivement est née il y a 1 an et demi. Mais ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a commencé à se plonger dans ce projet avec Juliette, et qui est né d'une idée qui était que dans ce monde où où on parlait, Dalva est née après MeToo, hein, donc c'était dans un monde où on parlait beaucoup de la place des femmes dans le monde de la culture, de leur représentation, et puis évidemment où on a eu pas mal de scandales et de remises en question du rapport entre les femmes, le pouvoir, les hommes, etc. Bon, tout ça était très, a connu des moments très tendus, avec l'émergence de beaucoup de voix féministes très engagées. Et en fait, avec Juliette, on est arrivé un petit peu à ce constat qui était que effectivement, dans l'édition, on ne cessait de souligner le fait que les femmes étaient moins publiées. Euh, on a constaté avec Juliette que quand elles étaient publiées, quand elles étaient mises en avant, c'était aussi parce qu'elles exprimaient sur des sujets assez particuliers. Alors, beaucoup sur les sujets féministes, la revendication, des dénonciations, voilà, avec des livres très forts qui ont beaucoup marqué et qui étaient absolument nécessaires. Les femmes sont aussi très présentes dans le domaine de la romance, voilà, mais finalement, elles sont moins médiatisées quand elles s'expriment sur d'autres sujets. Ce qui fait que, bah, alors notamment dans les médias, mais aussi dans tout ce qui est prix littéraire, enfin, dès qu'il s'agit de littérature sérieuse, en fait, eh ben, c'est toujours les femmes sont moins mises en avant. Donc nous, ce qu'on a eu envie de faire, c'était simplement de faire une maison d'édition où il n'y ait qu'elles, où ce soit uniquement les femmes qui soient publiées pour que bah, elles soient toutes mises en avant au sein de notre catalogue, qu'elles soient toutes importantes et puis que surtout on puisse les entendre sur toute une variété de thèmes et dans une variété de genres littéraires où elles n'étaient pas nécessairement identifiées. Donc on a pu publier une autrice qui écrivait un western, on a publié beaucoup de femmes qui écrivent du nature writing parce que c'est vraiment quelque chose auquel on est très attaché chez Dalva et où les femmes étaient encore il y a quelques années
très peu représentée. Mais ça peut être aussi, on a publié une japonaise qui est fascinée par tout ce qui a trait au nucléaire. Bon, bah, voilà, les femmes et les sciences, ça c'est aussi un domaine dans lequel on entend moins la voix des femmes. Enfin, donc l'idée, c'est vraiment de ne pas se cantonner à, enfin, que le seul principe féministe de la maison d'édition soit celui le point de départ, c'est-à-dire on ne publie que des femmes, mais qu'après on leur ouvre la porte pour tout type de littérature et les suivre dans toutes leurs envies. Alors avec à la fois de la fiction française et étrangère et aussi un peu de non-fiction, donc sur certains essais. On a pu publier des autrices contemporaines comme des autrices du matrimoine, alors bon, enfin, qui restent des autrices du XXe siècle, mais voilà aussi aller un peu chercher des femmes qui étaient passées sous les radars et qui ont publié à différentes périodes du XXe siècle. Voilà, essayer de panacher et de les accueillir chez Dalva, qu'on veut une maison d'édition chaleureuse et où on aime à se retrouver. Voilà. Elle a tout dit. Pour le côté chaleureux, ça c'est évident. Alors, pour parler un petit peu plus précisément du texte d'Isabelle, ça a été une rencontre comme dans les contes de fées, un manuscrit arrivé par la poste qui aujourd'hui est une poste virtuelle, hein, qui est arrivé sur le mail de Dalva. Et puis que j'avais repéré, qui était là, qui m'attirait l'œil, et puis l'histoire m'intéressait, j'avais commencé. Il se trouve qu'on était en plein début d'Alva, donc vous l'aurez compris, d'Alva, c'est que nous deux, donc ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps, enfin, notamment quand les premiers livres ont commencé à sortir et qu'il a fallu les porter. Et donc... ce malheureux service des manuscrits qui est si important était sans cesse débordé, puisque j'avais parfois. Oui, alors le service des manuscrits, c'est juste Juliette. Donc... Voilà, et moi-même, avec moi-même et mon ordinateur. Donc, je ne cessais de revenir à ce texte. Il se trouve que j'ai quand même eu la chance à un moment d'avoir une jeune femme qui a passé quelques mois chez Dalva et à qui j'ai confié en fait les textes qui m'avaient le plus tapé dans l'œil dans cette masse de manuscrits. Il faut savoir que en fait, bon, ça varie dans le temps, mais dès qu'il y a une lumière médiatique. Ah, Juliette, moi je t'ai perdue. Juliette, oui. Ce qui s'est pas mal passé au début, et puis ensuite avec les titres qui ont marché, à chaque fois, ça occasionne une arrivée de manuscrits, ce qui est pour nous une grande joie, parce que c'est aussi une reconnaissance, mais pour l'éditrice que je suis, assez angoissant, parce que je les vois s'accumuler parfois sans pouvoir malheureusement y faire grand-chose. Et donc, cette jeune femme a lu le texte d'Isabelle. Je lui avais dit, ah là là, c'est des thèmes tellement dalvesque, je pense que c'est pour nous. Est-ce que tu peux avancer sur la lecture, me dire ce que tu en penses, parce que j'aime aussi qu'on puisse échanger. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui travaille dans la solitude. Donc, j'ai échangé avec Marianne, mais je trouvais ça intéressant aussi d'avoir le regard de quelqu'un de plus jeune. Non pas que nous ne soyons pas jeunes, Marianne et moi, mais voilà, très jeunes, disons. Et donc, j'ai commencé j'ai écrit quand même à Isabelle pour lui dire je ne vous oublie pas, vous êtes dans mon radar. Je pense qu'il y a dû avoir au moins 3-4 mails comme ça. Je pense à vous souvent. Et elle a été extrêmement patiente. Et puis ensuite, elle donnera ses sensations, mais c'est vrai qu'il y a un moment où la décision est prise.
Je me suis replongée dans le texte. Jeanne, qui l'avait lu, m'a dit oh, moi, j'aime beaucoup. Je l'ai fait lire à Marianne. Et là, il y a un effet d'accélération. Pauvre Isabelle, qui avait attendu des mois, en fait, avec un mail tous les 2 mois. Tout d'un coup, on lui a dit en 1 semaine. Alors, il fallait tout avoir bouclé quasiment. On a eu un échange d'1 mois sur le texte. Et on lui a dit mais ça sort dans 3 mois, en fait. Donc, je pense que c'était extrêmement angoissant, mais qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi, sans doute. Ce tempo un peu étrange qui est celui, je ne sais pas, propre à Dalva. Si certains ou certaines d'entre vous envoient des manuscrits, vous savez que c'est malheureusement le cas. Et ce n'est pas par négligence, c'est par parfois manque d'espace pour faire ce qui est pourtant le cœur de notre métier, c'est-à-dire lire paisiblement, avec attention, des textes que nous pourrions publier. Donc, Isabelle, elle nous a... Oui. Oui, non, moi je rajouterais quand même que, alors en fait, il se trouve que c'était fin août où on est rentré de vacances et où j'ai dit à Juliette, bon, alors, t'as les textes de début d'année, tu l'as fini, l'enfant Rivière, qui ne s'appelait pas l'enfant Rivière à ce moment-là, il m'a dit, non, pas encore, etc. Et bon, et puis alors, j'ai l'air gentille comme ça, mais Juliette pourra vous dire que parfois je suis particulièrement intraitable. Et donc là, j'ai un peu grondé Juliette, enfin disons là, je l'ai carrément engueulée en lui disant, non mais Juliette, c'est plus possible, là, faut que tu viennes à bout, donc tu te débrouilles comme tu veux, mais demain matin, moi, il faut que je sache ce qu'on sort en janvier. Et ben, ni une ni deux, dans la nuit à 4 heures du matin, j'avais un message qui disait « Oui, oui, c'est celui-là !» Voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on sait que l'enfant Rivière a été validé. Alors, sachant que là, on avait une grande angoisse, qui était que Isabelle ait décidé de choisir un autre éditeur parce que bon, une fois que vous avez le livre et que vous avez envie de dire oui, c'est hyper frustrant quand soudainement on vous dit ah bah pardon, en fait j'ai signé hier avec Gallimard. Là, vous êtes très malheureux. Bon, heureusement, ça n'a pas été le cas. En effet, j'ai eu une petite angoisse. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Isabelle, c'est que je t'ai écrit et pendant 2-3 jours, je n'ai pas eu de réponse. Et je crois que tu m'as dit que tu étais en mer, non? Je ne sais plus, je n'ai pas consulté mon mail perso pendant presque 2 jours. J'avais cassé mon téléphone. Enfin, c'était un concours de circonstances. Voilà. J'ai tout reçu en même temps en revenant, en fait, à la maison. Et donc, j'ai eu à petite échelle, l'angoisse qui peut être celle des autrices quand elles attendent une réponse. C'était mon tour de l'avoir, c'était bien mérité. Voilà. Et donc, que Isabelle devait envoyer ce manuscrit-là au Québec. Il me semble que c'était un éditeur canadien qui aurait pu être... j'ai cru voir ça en vidéo, mais il me semble que votre volonté était de publier le texte au Canada. Au départ, oui. Mais en fait, ça fait très longtemps. Hein. C'est à la suite de ma résidence, je me suis effectivement renseignée sur l'édition au Québec et j'ai écrit effectivement à Québec Amérique et tout ça. Mais en fait, les éditeurs québécois... ne prennent pas d'auteurs français. Je pense que ça passe par... c'est forcément un éditeur français qui diffuse au Québec et qui traduit optionnellement dans le reste du Canada, mais eux ne prennent pas directement d'auteurs français, en fait. Oui, c'est vrai qu'en fait, dans l'autre sens, c'est quelque chose qui existe pas mal. Hein. Il y a pas mal de Québécois qui sont d'abord publiés au Québec, puis publiés ensuite dans une maison en France métropolitaine. Mais l'inverse est beaucoup moins vrai. Alors, c'est aussi lié à la façon dont est structuré leur marché du livre. Leur domaine d'édition, enfin, les maisons d'édition en général, ils sont très liés à des... c'est très soutenu comme... et c'est très soutenu, ils sont très subventionnés s'ils ont des auteurs locaux, puisqu'il y a une défense de la langue, de la culture québécoise très forte. Et en fait, la littérature française est considérée pour eux comme une littérature étrangère. Donc, du coup, il n'y a que les maisons d'édition qui font de la littérature étrangère qui la publient. Et c'est vrai que moi, je connais très peu d'exemples. Alors, il y a la maison d'édition
Notabilia, maintenant elles sont françaises. Il y a un auteur qui est un auteur, Christian Saul, qui publie au Cartanier, donc une maison d'édition canadienne. Mais lui, c'est parce qu'en fait, c'est un auteur français qui est également libraire en France et qui a voulu en quelque sorte prendre une double identité pour pouvoir être publié loin du milieu où il travaillait tous les jours, c'est-à-dire la librairie française. Donc c'est pour ça qu'il a volontairement été vers un éditeur canadien et qu'il a pris un pseudo, donc Christian Saul. Ça, c'était une histoire un petit peu particulière. De son pseudo qu'on avait reçu. Tout à fait. Ouais. Ouais. Alors Isabelle, vous n'êtes... Pardon Juliette, je vous ai coupé. Allez-y. Non, alors je voulais juste dire que le coup de cœur était aussi pour nous, je cherchais vraiment un livre qui s'inscrivait dans un espace naturel avec une histoire qui soit portée par une héroïne. Enfin, j'avais tout un tas, un cahier des charges terrible et que ce temps à dépouiller les manuscrits, c'est aussi celui où on a envie d'être surpris, mais on a aussi des attentes. Enfin, et moi, j'avais très envie que chez Dalva, on puisse faire, puisque là, je vois dans les inscrits qu'il y a certaines et certains qui nous suivent régulièrement. J'avais envie d'un texte qui s'inscrive dans la lignée de l'Octopus, de Je suis unie, qui parle comme ça et de femmes et d'une nature qui peut être assez sauvage et assez brutale, et que je cherchais ce texte. Et quand je l'ai trouvé, c'était évidemment une grande joie parce qu'il y a ça dans le texte d'Isabelle, il y a cette dimension-là qui, moi, m'a beaucoup plu. Mais on va en reparler, j'imagine. Merci, Juliette. À plusieurs, notamment, on s'est interrogé au départ sur votre nationalité, Isabelle, puisqu'on aurait pu penser que vous étiez québécoise, vu la facilité dans laquelle vous avez écrit ce roman-là, et avec les détails historiques qu'on a pu connaître, notamment d'Anveville, puisqu'on a une histoire particulière avec le Québec, avec Michel Jean et avec d'autres auteurs québécois qu'on a pu recevoir, et qui nous ont fait découvrir en réalité cette histoire avec les Inuits, avec les autochtones. Et j'ai eu l'impression, en effet, que ça aurait pu être un roman québécois publié un peu partout. Mais j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours, parce que vous n'êtes pas né au Québec, vous êtes né à Morlaix, et j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours, pardon, et notamment à travers le polar, à travers vos anciens romans, puisque ce n'est pas un premier roman. Vous avez écrit de nombreux polars où le crime a toujours une place particulière, et j'aimerais savoir pourquoi ce crime a une place particulière et pourquoi avoir décidé, avec l'Enfant Rivière, de prendre un autre point de vue, un autre chemin. Alors, pour l'aspect purement biographique, effectivement, comme vous disiez, je suis née à Morlaix il y a un peu plus de 55 ans maintenant, ça passe. Par la suite, je suis restée, je réside toujours en Bretagne, hein, j'habite à côté de Rennes. J'ai fait mes études à Rennes et je travaille à Rennes depuis que j'ai 25 ans. Par là. Donc j'ai fait des études plutôt scientifiques, enfin même carrément scientifiques, puisque je suis ingénieure. Et je n'ai pas écrit, enfin je n'ai pas commencé à écrire avant l'âge de entre 35 et 40 ans, en fait, parce que pour tout un tas de raisons, dont des raisons de légitimité, je pense, puisque eh bien, personne autour de moi n'écrivait, j'avais fait des études scientifiques, pas littéraires, etc., etc. Et donc je m'étais mis un certain nombre de barrières, alors que bon, j'ai toujours adoré lire et que bien évidemment, j'avais aussi envie d'écrire, mais ça a mis un peu de temps à se concrétiser. Et puis quand même, voilà, passé 35 ans, je me suis dit, bon, allez, j'y vais, je me lance. Donc j'ai commencé à écrire des nouvelles, et c'était des nouvelles noires, d'emblée. C'est-à-dire que les premières nouvelles que j'ai pu écrire, c'était pour le festival de Lamballe, qui s'appelle Noir sur la ville, je crois, chose comme ça. Voilà, et puis ça s'est plutôt bien passé. Mes nouvelles ont été retenues dans la sélection, etc. Et là, je suis passée donc au roman. Simultanément, je me suis inscrite dans un atelier d'écriture à Rennes, dont je fais toujours partie d'ailleurs.
Et ce premier roman, donc, il s'appelait Morphine à Morlaix. Je l'ai écrit assez vite, en un an à peu près. Je vous le montre. Il avait cette tête-là. Vous allez le voir à l'envers, c'est ça. Non, c'est bon. Et j'ai trouvé un petit éditeur breton qui a accepté de le porter. Et j'ai reçu pour ce roman le prix du Goéland masqué en 2005. Et là, eh bien, c'était une très très bonne surprise parce que voilà, je ne m'y attendais pas. Je me suis un peu installée par la suite dans le roman policier, effectivement, pour plusieurs de mes ouvrages. Et puis petit à petit, de moins en moins policier et de plus en plus noir. Parce qu'en fait, je crois que ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est le noir, c'est pas le policier en fait. Mais c'est facile de commencer par le policier, c'est plus facile parce qu'il y a un certain nombre de codes, un cadre et des codes qui sont là, qui sont présents. Et quand on est lecteur de romans policiers, je trouve qu'on sait mieux comment aborder l'écriture d'un roman policier que celui d'un roman blanc, entre guillemets, parce qu'il y a le filet des codes, de tout ce qui est narration avec le suspense, les rebondissements, l'information qui est fournie au compte-gouttes, etc. Et tout ça, c'est extrêmement rassurant quand on débute en écriture. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé par le roman policier. Bon, aussi, j'en lisais beaucoup à l'époque, un peu moins maintenant, mais je continue quand même à en lire avec plaisir. Et donc, ce roman se passait dans ma ville natale, avec laquelle j'avais quelques petits problèmes à régler. C'est un éloge, mais pas seulement, disons. Il a été plutôt bien reçu, il a bien marché, j'ai continué dans la même veine, et là, j'ai eu un petit passage à vide. Disons que c'était un peu plus compliqué pour trouver des éditeurs pendant les années qui ont suivi. Donc j'ai changé pas mal. J'ai fait un ouvrage avec Cobb Braze, 2 ou 3 auprès d'un éditeur collaboratif qui s'appelle Chemin Faisant, qui est près de Lorient. Et puis plus récemment, deux ouvrages avec un roman et deux nouvelles en recueil avec les éditions Guater à Rennes. Jusqu'à ce que je découvre Dalva, et rien que le nom en fait m'a suffi. C'était au tout début, la maison n'était pas encore j'ai dû voir un article de presse qui correspondait vraiment au tout début de la maison. Enfin, je sais même plus si elle était déjà lancée ou quoi, mais en fait, quand j'ai vu qu'il y avait une maison d'édition qui s'appelait Dalva, je me suis dit, mais tiens, Dalva, est-ce que c'est vraiment la Dalva que je connais, à laquelle je pensais, qui est l'héroïne du roman de Jim Harrison, et puis que j'aime énormément. L'héroïne, je veux dire, enfin Jim Harrison aussi, mais cette héroïne-là en particulier me plaît beaucoup, Dalva. Donc c'est un roman, c'est un de mes romans fétiches. Et quand j'ai vu qu'il y a une maison d'édition qui s'appelait Dalva, je ne pouvais qu'aller voir un peu plus loin. Et effectivement, tout collait bien par rapport à l'écriture que j'étais en train de mener à mon retour du Québec. Donc. J'aimerais que vous nous en parliez, puisque vous avez écrit là-bas. Comment s'est passée cette résidence? J'ai cru comprendre que vous étiez même avec Raymond Ouimet, qui apparemment était en résidence avec vous, de ce que j'ai pu comprendre. Mais oui, tout à fait. J'aimerais que vous nous parliez justement de cette résidence-là. C'était la première fois pour vous, il me semble. Comment on écrit quand on est en résidence sur une période extrêmement courte? Il me semble que c'était aussi 4 semaines. Oui, c'est ça. C'était 4 semaines, mais extrêmement intenses. Alors, j'ai eu beaucoup de chance d'être retenue, parce que c'était vraiment une expérience formidable. J'avais envie de partir en résidence, mais j'aurais jamais imaginé pouvoir partir au Québec. En fait, c'est quand même assez rare, les résidences d'écriture hors territoire français. Et là-bas, donc j'ai passé 4 semaines. La résidence était organisée essentiellement par le Salon du livre de l'Outaouais,
et l'ambassade de France qui se trouve à Ottawa, c'est-à-dire juste en face de Gatineau. Et aussi l'association des auteurs de l'Outaouais. Mais c'était essentiellement le salon du livre et l'ambassade qui m'accueillaient là-bas. La mairie de Gatineau avait mis à ma disposition une sorte de manoir, une maison patrimoniale dans un parc. Je me suis retrouvée dans un parc au milieu d'un petit bois, mais, pas trop, mais quand même dans le centre-ville, un parc communal, en fait, et c'était très étrange. Alors, cette grande maison pour moi toute seule, avec la neige qui a commencé à tomber au cours du mois de novembre et qui a fini par tout recouvrir. Et donc, j'ai passé là dans cette étrange maison qui s'appelle la maison Fairview 4 semaines et je me suis beaucoup promenée, à vrai dire. J'ai assez peu écrit pendant ce mois de résidence. Alors, j'ai écrit une nouvelle et j'ai poursuivi un peu l'écriture que j'avais en cours, mais j'ai assez peu écrit parce que j'ai rencontré plein de gens, je me suis beaucoup baladée avec les gens que j'ai rencontrés là-bas, mais aussi toute seule, en vélo, au bord de la rivière, dans la ville. J'ai fait pas mal de représentations aussi, d'activités autour de l'ambassade. J'ai animé des ateliers d'écriture, etc. Donc tout ceci a fait que j'ai passé un temps fabuleux, une période fabuleuse là-bas, mais que j'ai finalement assez peu écrit, mais que je suis revenue avec dans ma besace plein de photos, plein d'histoires, plein de contacts là-bas, et que c'est finalement en rentrant que j'ai commencé réellement à écrire cette histoire. La rivière des Outaouais, notamment le territoire, le climat, toutes ces contrées que vous avez visitées, en quoi elles ont influencé votre écriture? Parce que le territoire dans l'Enfant Rivière est un personnage principal. On ne va pas dire peut-être le personnage principal parce que Zoé a une place démesurée, mais quand même, ça fait partie du nature writing dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est plus que ça, l'Enfant Rivière, c'est un roman beaucoup plus large que du nature writing à mon sens. Mais j'aimerais que vous nous parliez de cette expérience. Vous vous êtes immergé totalement dans ce climat, dans ce nouveau pays. En quoi ça a influencé réellement votre écriture? Est-ce que vous vous êtes sentie différente après ce passage en résidence et notamment dans la manière d'écrire? Oui, je pense que ça a compté beaucoup. En fait, quand je suis arrivée là-bas, j'étais en train d'écrire une nouvelle pour un recueil collectif que je peux vous montrer également. Ça s'appelle Reine Noire Future. C'est paru aux éditions Guater. Et dans ce recueil avait pour but de décrire Rennes en 2040 à peu près. Et donc nous étions un certain nombre d'auteurs de noir à s'emparer du thème Rennes 2040 à peu près pour écrire une nouvelle. Et j'avais commencé à écrire ma nouvelle et cette nouvelle, elle est parue donc depuis. Elle avait déjà en germe certains des éléments de l'Enfant Rivière. Et notamment, ça se passait au bord de la Vilaine, la Vilaine qui est notre rivière à Rennes. Et c'était effectivement là aussi l'histoire d'un couple qui s'était défait et de terribles inondations qui se passaient dans la ville de Rennes. Mais quand je suis arrivée là-bas, en fait, je me suis retrouvée face à la rivière des Outaouais qui me fascinait totalement. Et là, j'ai eu un choc, en fait. Je me suis dit, ça peut être ça, une rivière, en fait. Parce que j'avais jamais vécu près d'une rivière comme celle-là. Elle fait 2 à 3 kilomètres de large, je crois, par endroit. En fait, c'est l'affluent principal du Saint-Laurent et elle est énorme. Elle est extrêmement impétueuse. Et encore, je n'ai jamais eu la chance de la voir au mois de mai, mais il paraît que c'est vraiment assez terrible. Et puis surtout, c'est un symbole puisqu'elle partage 2 États canadiens. Elle partage le Québec de l'Ontario. Donc d'un côté, c'est francophone, de l'autre côté, c'est anglophone. D'un côté, c'est le Québec, et donc c'est comment dire, c'est le Québec. Donc, ils sont non seulement francophones, mais ils sont plus proches de nous, de notre mode de vie, de notre enfin voilà, de notre culture. De l'autre côté, ce sont vraiment des anglophones et moi, je les ai sentis plus proches des États-Unis. Et donc, quand on traversait ce pont,
on passait d'une ville à l'autre, d'un côté Gatineau, de l'autre Ottawa, d'un État à l'autre, d'une langue à l'autre et vraiment d'une culture à l'autre. Donc, moi, je trouvais ça dingue, en fait, de juste traverser un pont et d'un côté, on me parlait français, de l'autre côté, on me parlait anglais et tout changeait quand on traversait la rivière. Et puis, les deux villes, elles étaient là, face à face, un peu... du coup, on ne sait pas trop si c'est des villes amies, des villes ennemies, mais elles se font face à face un petit peu méchamment quand même. Voilà. Bon, il y en a une qui est bien plus grosse que l'autre, évidemment, puisque Ottawa, c'est quand même la capitale du Canada. Et cette rivière m'a complètement fascinée. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps au bord de la rivière, alors soit toute seule, soit avec des amis qui me promenaient en amont, en aval, pour me faire voir comment c'était un peu plus loin. À certains endroits, il y a des îles, à certains endroits, elle est plus étroite, d'autres fois, elle est plus large, mais elle est, dans tous les cas, extrêmement impressionnante. Et là, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive quelque chose qui se passait au bord de cette rivière. J'aimerais qu'on parle de Zoé, parce que c'est un personnage extrêmement détaillé, et ça, c'est votre grande force. Au-delà de la qualité littéraire, c'est aussi la caractérisation des personnages. Et ça, je pense que ça tient aussi du roman noir et du polar que vous avez en effet écumé longtemps, parce que c'est tout simplement une des spécificités du roman noir. Et là, on sait tout d'elle, on sait quasiment tout d'elle, vous la décrivez sous toutes les formes. C'est un personnage, c'est une femme autochtone, un garçon manqué. Elle est plutôt, comment dire, elle n'est pas très prudente, on va dire ça ainsi. J'aimerais que vous nous parliez d'elle parce qu'on n'imagine pas une femme comme elle sortir de nulle part. C'est difficile d'imaginer qu'un personnage aussi important, aussi charismatique que Zoé sorte d'une imagination, de l'imagination d'un écrivain sans un prémisse, sans une genèse. Ça veut dire que c'est peut-être moi, Zoé, en fait. Non, il vous manque l'arc. C'est vrai qu'elle est un petit peu imprudente, Zoé. Elle est un peu, en tout cas, violente. Comparativement à Thomas, son ex, enfin pas son ex-mari, son mari, qui est tout l'inverse, qui est au contraire extrêmement prudent. C'est la dichotomie entre ce couple-là aussi. C'est une grande histoire d'amour, on en parlera aussi après, mais elle est extrêmement imprudente par rapport à lui. Oui, elle est. Alors, je voulais avoir deux personnages qui soient un petit peu à l'opposé. Et ce qui m'intéressait en particulier, c'était, entre autres, la façon dont ils allaient réagir par rapport à leur enfant. Enfin, comment on faisait pour élever un enfant quand on avait deux caractères qui étaient aussi opposés l'un de l'autre. Et comment on faisait pour faire face à la disparition de cet enfant. Et pour ça, ça m'intéressait beaucoup d'avoir deux personnages qui soient vraiment radicalement différents. Et ça m'a beaucoup plu d'inverser les rôles traditionnels homme-femme. C'est-à-dire que c'est Zoé qui est casse-cou, c'est Zoé qui chasse, c'est elle qui prend les risques, c'est elle qui est dans l'impétuosité, alors que lui, dans la retenue, il est prudent, il est presque trop prudent, il a peur tout le temps, il a peur pour lui, il a peur pour son enfant, il a peur pour Zoé. Enfin, en fait, il est un peu... oui, il est d'une prudence, d'une retenue extrême, alors qu'elle est vraiment dans l'action, et elle est bien plus violente et bien plus masculine entre guillemets, si on prend les stéréotypes homme-femme, quoi. Et ça me plaisait, ça me plaisait beaucoup. Alors, une partie de sa violence, bien entendu, peut s'expliquer par son enfance qui a été compliquée. Elle a une famille un peu fracassée et fracassante, puisque père violent, abusif, mère algonquine qui a vécu son enfance dans les affreux pensionnats autochtones du Canada et qui ne s'en est jamais remise. Et qui non seulement ne s'en est pas remise, mais a refusé de raconter ce qui lui était arrivé et de transmettre quoi que ce soit à sa fille ou à ses enfants de manière générale, qu'il s'agisse de la langue ou de la culture. Elle a par ailleurs une sœur qui est un petit peu limitée intellectuellement et qui lui en veut énormément de son éclat
et de la façon dont elle plaît à son père. Et elle a un frère qui, à l'adolescence, claque la porte parce que lui s'estime algonquin. Voilà, et qu'il en veut énormément à sa mère de ne pas lui avoir donné les codes. Et donc il claque la porte et il part s'installer près d'une réserve, en fait. Voilà. Donc tous les membres de sa famille sont un peu perturbés et perturbants, et elle a subi cette violence de plein fouet, et forcément on n'en sort pas indemne, et cette violence, elle est en elle, elle est en elle, et elle est en elle pour longtemps. Et donc, c'est un personnage un peu violent, effectivement. Conditionné par l'enfance, mais est-ce qu'il fallait, pour vous, avoir cette sorte de déterminisme aussi sur le fait d'avoir été dans une enfance perturbée? Est-ce que cette violence-là devait forcément rejaillir ensuite? C'était un mal nécessaire pour vous? C'est aussi dans son caractère. Que je voulais, enfin, c'était un peu des deux pour moi. C'est un peu dans son caractère, un peu dans son éducation, effectivement, mais aussi dans son caractère. Et elle évolue tout de même. Au cours du roman, elle évolue. Je voulais me donner aussi les moyens de la faire évoluer, et elle va évoluer vers une forme de... Elle est violente parce qu'elle cherche un tas de choses. Elle cherche à trouver sa mère, elle cherche son enfant qui a disparu, elle cherche... elle ne s'est pas vraiment remise de l'échec de son couple, et elle cherche toujours aussi à comprendre ce qui s'est passé, à essayer de réparer les choses. En fait, elle cherche en permanence quelque chose. Et elle finit par, au cours du roman, elle finit par trouver certaines clés qui vont l'apaiser et faire descendre son niveau de violence. C'est ça aussi qui m'intéressait. C'est une forme de rédemption, en fait, du personnage. Surtout, et j'aimerais que vous commenciez par ce prologue, par la lecture de ce prologue qui va en dire long aussi sur le début du roman. Cette scène donc qui traite où Zoé tout simplement part en chasse, sauf qu'on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qu'elle chasse. Vous instillez le doute dans la tête du lecteur. Est-ce que justement, avant de nous lire un extrait, est-ce que c'était le point de départ de l'écriture? Est-ce que ce prologue était le point de départ, ou au contraire, il est arrivé à la fin comme dans une introduction d'une dissertation? Est-ce que ce prologue-là est arrivé à la fin de l'écriture ou non? Non, il est venu assez ce prologue-là est venu assez rapidement, sans que je sache s'il allait être positionné au début ou pas, mais très rapidement, ouais, il s'est imposé, puis s'est imposé vers comme scène inaugurale, parce qu'en fait, je voulais vraiment, là, on retrouve les codes du polar, hein, dont on parlait tout à l'heure. Je voulais vraiment qu'elle chasse et qu'on ne sache pas ce qu'elle chassait, et que ça perturbe le lecteur d'entrée de jeu, en fait. Très bien. Et Juliette et Marianne, vous intervenez quand vous voulez, bien sûr, hein. Ne vous gênez pas. Isabelle, c'est à vous. Le prologue. Zoé frissonna. Elle éprouvait l'excitation du chasseur parvenu au bout de sa traque. Elle y était, enfin. Dans la lunette du fusil, il apparaissait plus grand. À moins de 50 mètres, elle ne raterait pas son tir. Ça lui avait pris 3 jours pour repérer le groupe, puis celui qui s'en éloignerait, poursuivre et attendre, les nerfs à vif, comme à chaque fois, affûté par le danger, se fondre dans la forêt, disparaître, effacer ses propres traces et son odeur. Mais eux aussi avaient développé un instinct nouveau pour affronter le sien, ancestral. La partie de cache-cache devenait plus difficile. Elle crispa l'index, tira. Juste avant l'impact, il bougea un peu, puis tenta de se retourner vers elle, furibond. Mais la flèche le toucha au flanc. Il tituba, résista un instant, puis s'écroula en gémissant. Elle écouta, tendue vers le silence, puis se dirigea vers le corps inanimé en prenant garde de ne pas faire craquer les brindilles, ne pas froisser les feuilles, ne pas heurter les branches. D'autres pouvaient se tenir là, sous le couvert des arbres. Ils pouvaient l'encercler, l'attaquer, la blesser, la tuer. Elle chargea la proie sur son dos. Il était petit mais lourd, tout en muscles, près de 30 kilos. Elle étouffa un juron. Elle reprit son chemin à travers le sous-bois. 500 mètres de marche concentrée, avec le fardeau qui la pliait vers le sol. Attentive à éviter les racines qui affleuraient, les flecs de boue, les collets, les pièges disposés ici et là. Elle ne croisa personne, pas même un chasseur. Qui oserait encore s'aventurer par ici? Trop dangereux. Le mois précédent, un marcheur avait perdu une jambe dans un piège à loup. Au début de l'année, une femme avait disparu.
une de plus. Elle retrouva son pick-up garé au bord du chemin d'Elmer, déposa sa charge à l'arrière dans la benne sur une vieille couverture, l'observa un instant. Il était un peu plus âgé qu'elle ne l'avait cru à distance, dans les 11 ans, peut-être 12. Je vais m'arrêter là. Merci. Ce qu'on a beaucoup aimé, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment le fait que vous mettiez ce sujet, que vous mettiez cette disparition d'enfants dans une atmosphère qui n'est pas potentiellement la nôtre d'aujourd'hui, en 2023, mais bien 20 ans plus tard. Donc, on appelle ça une dystopie, mais en même temps, on a l'impression que ce n'est pas forcément une dystopie et que cela peut être la réalité de demain. J'aimerais que vous nous parliez de ces éléments temporels. Pourquoi avoir choisi justement de situer le roman en 2040 dans des années qu'on ne connaît pas encore évidemment, mais qu'on sent déjà, qu'on ressent un petit peu avec le dérèglement climatique notamment, la crise des réfugiés et tant d'autres choses dont on parlera après, mais cette temporalité, elle était évidente pour vous, c'était par rapport à cette histoire de Rennes 2040. Est-ce qu'il y avait ce lien-là? Oui, mais pas seulement. Il y a d'autres éléments qui sont intervenus. En fait, oui, il y avait le débat Rennes 2040, mais enfin 2040, c'était trop loin. Moi, je voulais vraiment une projection. L'histoire se passe en 2030 ici, et je voulais vraiment une projection, mais très légère, en fait, de notre présent. Pour plusieurs raisons, je voulais pas sombrer dans la dystopie et je ne voulais pas non plus d'un univers où la technologie et tout ça aurait évolué, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je voulais éviter ça. Donc, je voulais vraiment, c'est plutôt une continuité du présent, en fait, que je voulais, mais avec quelques éléments qui auraient mal tourné. Notamment, le désastre climatique s'est accentué et ça, c'est malheureusement pas très difficile à concevoir, puisque aujourd'hui, à Gatineau, ils ont régulièrement des ouragans, des tornades. Enfin, ils appellent ça des tornades. Ils ont des tornades qui remontent des États-Unis et qui frappent Ottawa et Gatineau violemment. Et ça s'est déjà produit plusieurs fois. En 2019, notamment, il y en a une assez importante qui a détruit des quartiers complets là-bas. Et bien entendu, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, dans une petite dizaine d'années, on peut supposer que ce sera pire. Et dans mon roman, il y a eu une grosse tornade pendant laquelle il s'est passé des choses. Et par ailleurs, à chaque mois de mai, la fameuse rivière des Outaouais déborde. Et quand elle déborde, c'est pas une petite rivière, donc elle déborde très sérieusement. Elle inonde un peu les deux villes de chaque côté et pas mal de choses par ailleurs tout au long de son parcours. Et plus ça va, et plus elle déborde, puisque à cause du dérèglement climatique, une fois de plus, la fonte des neiges ne se passe pas de la même manière, pas au même moment, et ça déborde. Donc il y avait tout ça que je voulais amplifier un petit peu. Quand j'étais en cours d'écriture, il y a plein de choses qui se sont passées et qui sont venues évidemment amener de l'eau à mon moulin, et notamment quand j'étais en fin d'écriture, les catastrophes liées aux températures très anormalement élevées dans l'ouest des États-Unis et du Canada. Alors là, c'était plutôt à l'ouest, mais il y a un petit périple dans l'ouest à la fin du roman, et ça, certaines scènes sont directement inspirées des choses, des dérèglements assez affreux qui se sont produits là-bas, qui ont fait que, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il y a carrément un village qui a brûlé presque spontanément, quoi, dans l'ouest du Canada. Donc, c'est quand même un peu marquant. Et avec le village, des centaines d'hectares de forêt. Enfin, la forêt disparaît petit à petit, brûlée. Voilà, donc ça aussi, j'ai un peu accentué le truc, mais ce n'est qu'une accentuation tout à fait, malheureusement, prévisible et pas extravagante. Ce qui est plus extravagant, c'est le système des migrations que j'ai inversé. Et pour ça aussi, j'avais besoin d'une projection, parce qu'en fait, aujourd'hui, les États-Unis ne se sont pas encore écroulés. On peut croiser les doigts. Mais à l'époque où je l'écrivais, c'était Trump. Voilà. Et l'élection approchait. Et l'élection approchant, il y a de plus en plus de gens qui se disaient que
que s'il n'était pas élu, on risquait de partir vers une guerre civile, purement et simplement, aux États-Unis. Et l'idée, moi, me terrifiait, mais je ne la trouvais pas si extravagante que ça. Enfin, j'avais très peur de cette situation. Et donc, je suis allée jusqu'au bout de cette situation. Effectivement, dans le roman, les États-Unis se sont écroulés. Ils se sont pris de plein fouet à la fois le dérèglement climatique et une guerre civile. Et le résultat, c'est que au lieu d'être les chasseurs, ils sont devenus la proie en quelque sorte. Enfin, il y a beaucoup de sous-histoires autour de la proie et du chasseur dans ce livre. Et là, en fait, au lieu de repousser parce que eux, ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils repoussent les migrants à la frontière mexicaine à cause d'un affreux mur. Et là, le mur, je l'ai déplacé, enfin, c'est pas forcément le même, mais je l'ai déplacé entre les États-Unis et le Canada, sur la frontière États-Unis-Canada. Et maintenant, ce sont les Canadiens qui empêchent les Américains de remonter, puisqu'ils cherchent refuge au Canada. Mais il y a ce mur et aussi donc les douaniers, les policiers canadiens qui les empêchent de rentrer. Mais si par malheur ils rentrent, parce qu'ils arrivent à rentrer, si on les met dans des centres de détention pour certains d'entre eux, notamment pour les plus jeunes, hein, on les ramasse et on les met dans des centres de détention qui font quand même pas mal penser aux pensionnats des Algonquins. Et par ailleurs, au moment où le roman débute, il y a un autre mur qui est en train de se construire entre l'Alaska, qui est un État états-unien, et le Canada. Et l'idée, c'est de les envoyer tous en Alaska. Et cette fois, le mur ne les empêchera pas de rentrer en Alaska, il va les empêcher de sortir pour rejoindre le Canada. Et du coup, le flux migratoire est complètement inversé. C'est-à-dire que ceux qui étaient relativement protégés jusqu'ici deviennent les migrants. Et moi, j'aimais bien cette idée, l'idée que le migrant, ça peut être n'importe qui, n'importe quand, finalement. Et pour ça, j'avais besoin, j'ai été un peu longue, pardon, pour ça, j'avais besoin de ce décalage de quelques années. Important de comprendre comment cette idée-là est venue à vous, parce que, en effet, le dérèglement climatique fait partie intégrante de ce roman-là, et notamment, vous parlez peu de la France. Vous avez un petit passage au début où Bordeaux, où certaines villes sont sous les eaux et ont dû être évacuées, mais Oui. votre envie était véritablement de vous délocaliser totalement et de vous extraire de votre pays. Oui, complètement. Ouais. Oui, j'avais vraiment envie de me situer en Amérique du Nord, quoi. Et parce que j'éprouve une certaine fascination pour l'Amérique du Nord en général et pour les États-Unis et maintenant le Canada en particulier, je crois. Mais il y a toujours un clin d'œil, il y a quand même un clin d'œil vers la France et ce clin d'œil vers la France, forcément, il est resté puisque mon héros, enfin, le mari de l'héroïne, je ne sais pas comment il faut l'appeler, enfin, Thomas, il n'est pas français, il est canadien, mais après la perte, après le drame qui se produit et qui fait éclater leur couple, il décide de quitter le continent américain et de venir s'établir en France et de devenir français. Au moment où le roman commence, il vient d'obtenir la nationalité française. Donc la France est toujours là un peu quand même. Il y a effectivement une petite allusion. Je crois que j'ai mis Bordeaux, Saint-Malo et je ne sais plus qui sous les eaux. Saint-Malo, je me souviens. Saint-Malo. Il y avait Saint-Malo. Il y a Saint-Malo aussi. Ouais. Bon, ça, c'est pas complètement extravagant non plus, mais ce sera plutôt dans 50 ans, je pense. Donc j'ai un peu forcé le trait aussi. Donc il y a un clin d'œil vers la France, mais je voulais que ce soit un roman effectivement américain, essentiellement. Et si je peux me permettre une remarque purement éditoriale, je pense aussi que c'est un roman américain dans son rythme et dans sa forme. Enfin, moi, c'est d'ailleurs, c'est une des premières choses que j'ai dites à
à Isabelle, quand je l'ai appelée, je lui ai dit, je trouve ça génial, j'ai l'impression d'avoir lu un roman américain en français. Et ce qui était un compliment, évidemment. Je trouve ça hyper intéressant qu'elle ait réussi à dépasser les cadres narratifs qui sont les nôtres, parce qu'on est quand même conditionné aussi dans notre écriture, dans notre façon d'écrire, dans notre langue, même si on aime beaucoup des littératures d'ailleurs. Et je trouve que c'est aussi ce qui fait la force, pour faire écho à ce qui vient d'être dit, c'est aussi ce qui fait la force du roman, parce que en adoptant ces codes romanesques plus américains, elle a pu parler du changement climatique, des crises politiques éventuelles, sur un mode qui est différent de celui qu'on trouve en littérature française. On a tendance, je pense, les romanciers qui touchent ces sujets en France ont tendance à être très didactiques. On a une littérature didactique dès qu'elle s'empare de questions plus sociales, plus d'actualité. Or là, on est tout le temps uniquement dans le romanesque. Et ces éléments interviennent, ils ne nous empêchent pas d'y réfléchir, et au contraire, mais je pense que c'est une des grandes forces du roman. C'est d'aborder cette question climatique, d'aborder cette question des migrants, de la possibilité pour une démocratie de s'effondrer, en les gardant en filigrane et en les intégrant entièrement à une visée romanesque. Et ça, c'est très chouette, je trouve, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse et j'ai lu plusieurs romans et qui essayent de mettre ça en scène. Et je trouve que souvent, c'est assez démonstratif, malgré tout. Et alors que là, c'est très intégré à l'histoire et hyper agréable, du coup, de réfléchir tout en étant plongé dans la fiction. Voilà. Oui, et si je peux ajouter, c'est vrai que le fait de ne pas en faire le sujet premier du livre, puisque en fait on suit d'abord l'aventure, et ben, ça permet aussi de placer le lecteur dans une position où ben, finalement le constat il est là, c'est-à-dire ce monde qui a changé, ce n'est plus à faire, on n'a pas à en avoir peur, on a juste à s'adapter finalement à ce nouveau monde qui est en face de nous. Et je trouve que c'est vrai que cette très légère anticipation est presque plus forte qu'un livre qui essaierait de démontrer quelque chose, parce que là, il n'y a plus rien à en dire, il n'y a plus rien à démontrer, il n'y a plus à débattre. La situation, elle est celle-là. Ce changement climatique a déjà bouleversé le monde, quoi. Et ces personnages sont tellement proches de notre quotidien par ailleurs que, on y est nous aussi, quoi. Donc, voilà. Gérer les choses sans jamais les dire totalement. Et ça, c'est vrai, et Juliette a raison, c'est totalement impressionnant de nous donner des éléments historiques sans perturber la narration. Et ça, c'est plutôt rare, qu'il faut le souligner. Et j'aimerais qu'on parle de cette narration parce que c'est une narration qui suit généralement Zoé et Thomas à la troisième personne. Vous n'avez mis aucune première personne du singulier, et j'imagine que c'est un choix assez fort. J'aimerais savoir s'il y a eu des changements justement sur cette narration, avec l'éditrice, avec Juliette notamment. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement tout à l'heure? Elle a suggéré qu'il y avait également un changement sur le titre, et on en parlera peut-être après, mais sur la narration, c'est aussi extrêmement réussi, mais est-ce qu'il y a eu des ajustements par rapport à tout cela? Comment vous avez construit ensemble aussi ce roman? Alors, avant que quoi que ce soit dit, ils ont été vraiment... On n'a rien coupé. On n'a rien coupé du texte d'Isabelle. On a approfondi et on a amplifié quelque chose qui était déjà là. Il est arrivé hyper abouti. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'était un manuscrit très abouti. Et on a fait plutôt un travail en insistant sur des points un peu focaux où et moi et Marianne avions perçu comme... on percevait qu'il était encore possible d'aller plus loin, notamment... alors, je me souviens, Marianne, tu m'interromps, mais elle voulait plus voir l'enfant, même si cet enfant est disparu, qu'il soit plus
présent est plus évoqué. Et moi, ce qui me travaillait davantage, c'était la relation avec la mère. Et ce sont les 2 points qui ont été plus creusés. Hein. Chacun ses petites thématiques. Mais bon, je laisse Isabelle parce que c'est quand même elle qui a remodelé ce matériau. Donc, elle a sans doute plus à en dire que moi. Mais effectivement, avec l'aide de Juliette, hein, notamment, j'avais beaucoup travaillé le texte. Je suis passée par des périodes de modification assez profondes, mais avant, en fait. Et bon, j'ai jamais eu de première personne. Là, ça m'intéressait pas d'avoir de première personne parce que je voulais pouvoir glisser dans la peau d'un des personnages facilement et rentrer en fait à la 3e personne dans sa tête. C'est ça que j'avais envie de faire, ce qui me permettait de passer d'un personnage à l'autre et d'avoir plusieurs personnages, pas seulement des personnages secondaires. Thomas n'est pas vraiment un personnage secondaire, par exemple. C'est un personnage d'avant-plan. Si j'avais mis Zoé à la première personne, j'aurais pas pu avoir d'autres personnages qui aient la même importance que Thomas ou que sa mère, par exemple. Et alors la modification importante que j'ai faite avant de remettre le texte à Juliette, c'était de passer le tout au passé. Il était au présent, ce texte. Et j'ai tout transformé au passé parce que je le sentais pas bien au présent. Et donc, c'est un boulot assez considérable, mais voilà, je trouvais que ça valait le coup de le faire. Une modification vraiment profonde que j'ai faite, c'est de modifier la dernière partie, puisque dans la première version, en fait, c'était plus Thomas le héros. Et la fin était très différente. C'est lui qui arrivait à une forme de... Dans la première version, c'est Thomas qui allait jusqu'au bout du roman, disons. D'accord. Et c'était lui qui gardait l'enfant, mais de manière un peu différente. Et puis, ça me plaisait moyennement, je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui collait pas parce que du coup j'avais d'autres personnages qui étaient assez importants et notamment la mère Algonquine qui était relativement importante et qui trouvait pas du tout sa place. Et dès que j'ai mis Zoé vraiment héroïne d'un bout à l'autre du roman, dès que j'ai changé un peu la focalisation de la fin, il y a plein d'éléments qui se sont mis en place en fait pour moi et du coup c'était chouette, c'était fabuleux. J'ai eu l'impression que ça y est, j'arrivais au bout du truc. Bon, je n'étais pas encore tout à fait au bout du truc, puisqu'on a retravaillé effectivement ensemble avec Juliette le personnage de la mère, pas mal. Là, j'ai réécrit des chapitres entiers, en fait, qui la concernent. J'ai aussi rajouté des chapitres sur l'enfant. Marianne trouvait que l'enfant n'était pas assez travaillé. Effectivement, je pense que c'était tout à fait justifié. Et tant qu'à faire parler l'enfant, j'ai fait parler le chien aussi. Voilà. Donc, et ça, on adore chez Dalva. On a déjà eu plusieurs animaux qui parlaient. Et c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur. Ça va devenir une petite marque de fabrique. Parce que le chien est extrêmement important. Ce n'est pas tout à fait un personnage d'arrière-plan. Le chien, il a un rôle très important. Très, très, très important. Très, très, très important. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a rajouté des paragraphes, mais pas seulement des phrases, des paragraphes, mais pas seulement. Il y a aussi des nouveaux chapitres donc, qui sont tout récents, puisqu'ils ont été écrits au mois de septembre, octobre. Et qu'elle a dû cavaler à écrire vu qu'on était qu'on est dépassé en timing. C'est vraiment comme l'accordéon. Voilà. Le processus éditorial, il y a ces moments longs, puis tout d'un coup, tout se resserre. Voilà. Non, mais c'était un plaisir parce que autant, mais ça dépend vraiment. Enfin, moi, j'ai bien senti qu'elle avait déjà beaucoup travaillé et qu'il était très abouti ce texte. Et parfois, il arrive qu'on échange avec des auteurs ou des autrices et
Et malgré toute leur envie, ils sont arrivés au bout d'un travail et c'est compliqué pour eux. Ils portent depuis longtemps un texte et c'est compliqué d'y revenir ou de le changer. Et là, je dois dire on s'est très bien comprises. Enfin, ça a été simple. Enfin, je suis sûre que Isabelle, elle a souffert en devant écrire. Mais disons que c'est pas... moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait eu une vraie rencontre autour de ce texte et que nos échanges étaient fluides et que ça avait été facile d'avancer. Oui, je confirme, parce qu'on était assez d'accord sur les choses et puis sur les chapitres qu'il fallait ajouter, notamment, et on a avancé très vite, en fait. Oui, on a avancé hyper vite et c'est pas toujours le cas, hein, parfois. Et c'est indépendant des qualités d'écriture parfois, c'est juste qu'on est arrivé au bout et puis on n'a plus rien à sortir sur un texte. Et là, elle a un ressort. Et je pense qu'en fait, ça sommeillait déjà dans ce texte que cette mère algonquine devait prendre plus de place, que cette relation-là pouvait être développée. Et voilà, donc c'est dans ce sens où je dis, on a été vraiment dans le sens du texte qui était déjà là et on a juste... étirer certains fils qui demandaient qu'à être tirés, en fait. Oui, et si je peux ajouter quelque chose, d'expérience, en fait, c'est comme ça que les livres naissent, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si l'éditeur a un livre qu'il aime beaucoup, mais dans lequel il projette quelque chose que l'auteur n'a pas envie d'y mettre, on va arriver, en général, ça c'est toujours les histoires éditoriales où il y a conversation, il peut y avoir retravail, et puis in fine, il n'y a pas livre. Ou alors, il y a livre... C'est un peu comme l'amour, hein, si je peux me permettre. Je veux dire, voilà. L'édition, c'est une histoire d'amour. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Soit on peut avancer ensemble, soit on ou alors projette sur l'autre quelque chose qu'il n'a pas. Et là, c'est la cata. Ou alors l'éditeur prend un pseudo et écrit lui-même le livre. Voilà. Ah, bah ça, si on avait ce talent. Ouais. Mais on n'a pas. Ouais. Avant de donner la parole à Anne, on fait une petite photo de groupe, comme on en a l'habitude. Bah c'est oui. l'heure. C'est l'heure de la photo de groupe. Ils sont beaux, ces livres. Alors attendez, parce que évidemment, je me suis trompé de touche. Voilà, c'est bon. Merci. Anne, c'est à toi. Bonsoir. Alors, d'abord, je voulais vous dire que j'avais beaucoup aimé votre roman et que c'est marrant que vous racontiez la genèse de son édition. Parce que finalement, je trouve que dans votre roman, il y a aussi comme ça toute une partie finalement d'observation, de description des personnages. On va dire que dans les premiers chapitres, on peut laisser le livre et puis revenir plus tard. Et puis alors, tout d'un coup, il y a une espèce d'accélération où là, il devient impossible de le lâcher. Un peu comme l'histoire que vous racontez où à la fin, il a fallu faire vite. Donc, bravo. Moi, je voulais vous dire que j'avais été... c'est marrant qu'au début, le personnage de Thomas était le personnage principal parce que c'est celui qui m'a le plus touchée. C'est sans doute personnel. D'accord. Okay. Parce que je trouve qu'il est capable, vous parliez de l'évolution de Zoé, mais Thomas, il est capable, je trouve qu'il a encore une plus grande force de résilience, d'évolution, de se remettre en cause, prêt à se replonger dans son histoire qui pourtant l'a tant fait souffrir et il revient. Je trouvais qu'il était extrêmement touchant. Ce que je voulais vous demander, parce qu'on a échangé, on l'a lu presque tous, pour certains entre nous, on voit beaucoup de livres derrière vous. Quelles sont vos influences? Parce que moi, j'ai retrouvé des choses, des petits aspects de romans que j'ai énormément aimés, comme L'Avenir, d'une autrice québécoise, je ne sais pas si vous la connaissez, de Catherine Leroux, et puis presque aussi de Peter Heller dans, je ne sais plus comment ça s'appelle, L'Invention de nos solitudes, non, je ne sais plus, voilà. Est-ce que vous avez des inspirations? Est-ce que c'est des auteurs comme ça, nord-américains qui vous ont marqué ou pas du tout? Voilà. Oui, alors je lis, j'ai des lectures assez éclectiques à vrai dire, mais je lis beaucoup effectivement d'auteurs anglo-saxons de manière générale.
j'ai eu toute une période où je lisais beaucoup de Britanniques, d'anglais en fait. Pendant toute ma jeunesse, en fait, j'ai eu énormément de Britanniques. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, mes références, c'était McEwan, Jonathan Coe, enfin voilà, vraiment, ces gens-là. Et aussi pas mal d'Américains, effectivement, et ça de plus en plus. Et par exemple, Jim Harrison, Joyce Carol Oates, des gens comme ça, c'est oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup tout ce qui paraît dans la collection Gallmeister, par exemple. C'est assez dur, assez réjouissant généralement, comme David Vann. J'aime bien. Voilà, on est dans le nature writing, pas toujours très sympathique. Donc oui, globalement, j'ai beaucoup d'influence là-bas. C'est vrai que j'aime bien aller sur le continent américain. J'ai une fille qui vit là-bas, qui s'est connectée tout à l'heure. Bonjour Marie. Donc j'ai quelques raisons d'aller là-bas et j'ai toujours aimé, en fait, j'ai toujours été un peu fascinée par ce pays et par les écrivains des grands espaces quoi, américains. Je trouvais qu'on ne trouvait pas ça en Europe, beaucoup moins. Et d'un autre côté, je lis aussi pas mal de français quand même, il ne faut pas exagérer. Donc voilà, je suis aussi influencée par des gens comme, je sais pas, j'aime bien Emmanuel Carrère, j'aime bien Annie Ernaux, enfin voilà, il y a plein d'auteurs français en fait que je pourrais citer. Certains sont morts, Japrisot, j'aimais beaucoup par exemple. Il n'est plus très connu, mais il flirtait à merveille avec le polar, tout en restant plus ou moins en blanche. En fait, j'aime beaucoup tous les gens et tous les romans qui se situent entre le noir et le blanc. J'aime pas trop les catégories, je crois. Donc, j'aime bien les livres qui rentrent pas vraiment dans des cases. Ok. Permettez-moi, Isabelle, mais vous avez bien plus de talent qu'Annie Ernaux et David Vann. Désolé, pardon. Merci. Alors ça, on ne le dira pas tous les jours. J'aimerais qu'on parle véritablement de l'accueil peut-être potentiel au Québec, parce que on sait qu'aux USA notamment, on parle beaucoup d'appropriation culturelle, on parle de ces choses-là là-bas, pas du tout en France. Et justement, et heureusement d'ailleurs qu'on n'en parle pas en France, mais est-ce que ce livre a voyagé déjà au Québec? Est-ce que vous avez eu des retours, notamment d'auteurs, d'amis autochtones? Est-ce que lorsque vous étiez en résidence, est-ce que vous avez eu des échanges ou des retours sur le livre? Alors oui, j'ai eu des retours sur le livre. Alors il n'est pas encore. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Il n'est pas encore Ouais, je vais juste préciser quelque chose, c'est qu'en fait, il y a toujours un décalage entre la date de parution en France et la date de parution au Québec, qui est le temps incompressible de transport en bateau. Puisque les livres voyagent, donc sont imprimés en France et voyagent jusqu'au Canada où il faut qu'ils remontent le fleuve Saint-Laurent s'il n'est pas gelé. Donc, il y a nécessairement, surtout dans les périodes d'hiver, on prend en général un mois de plus pour avoir la parution au Québec. Voilà, ça c'était juste pour le petit détail technique. Donc effectivement, je crois qu'il va sortir vers le 15 février, Marianne, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, mes amis québécois attendent. En revanche, j'ai fait relire mon manuscrit à des amis là-bas, des amis que j'avais rencontrés pendant la résidence, notamment Raymond Ouimet, dont on a parlé, que vous avez évoqué tout à l'heure, et qui était alors comment dire, co-résident. Alors il n'habitait pas dans la maison avec moi parce que lui habite à Gatineau, donc il n'avait pas du tout envie de venir en résidence avec moi. Mais en revanche, on a commencé là-bas une coécriture. Donc on a un roman policier en cours qui se passe à Gatineau dans les années 50. Voilà, qu'on espère finir lors de mon prochain voyage là-bas. Et Raymond est historien local.
Donc, il m'a pas mal aidé pour tous les aspects historiques de la région des Outaouais. C'est vraiment un spécialiste de l'histoire de la région des Outaouais. Il m'a fait rencontrer d'autres historiens. Et donc, il a été relu, ce livre, par 2 historiens, ce qui m'a un peu rassurée parce que j'avais peur de dire des bêtises concernant l'histoire soit l'histoire de la région, soit l'histoire du Québec, quoi, tout court. Donc, voilà. Et puis d'autres amis là-bas, enfin 2 amis là-bas qui l'ont lu d'un point de vue plus, avec un regard plus littéraire, en fait, littéraire et sociétal, et qui m'ont fait changer quelques petites choses, effectivement, et, et notamment, alors pas sur les autochtones, en fait, mais il y avait des détails sur la façon dont on vit à Gatineau, le poids de la religion, etc., qui étaient un peu trop exacerbés dans la version que j'avais soumise et qui m'ont fait changer un petit peu. Voilà. Donc, il a été plutôt reçu avec bienveillance par mes relecteurs là-bas. En revanche, depuis qu'ils l'ont relu, il a changé pas mal. Et donc, j'ai encore, toujours, cette petite crainte, quand je vais arriver là-bas, de me faire taxer effectivement d'appropriation culturelle dans la mesure où je ne suis pas canadienne, je ne suis pas québécoise, je ne suis pas de la région des Outaouais, je ne suis pas autochtone. Et je m'attends à ce qu'on me dise à un moment, je pense que ça viendra, que je n'étais pas légitime pour écrire sur certains sujets. Et pourtant, vous le faites admirablement bien. J'ai cru comprendre que vous alliez partir au Québec en février. Oui, oui, justement, c'est à ce moment-là que je risque d'avoir des retours en ce sens. Je vais passer une dizaine de jours au Québec. Je suis invitée par le Salon du livre de l'Outaouais, justement, qui était partenaire de la résidence qui m'avait invitée. Là, il m'invite pour le Salon du livre qui a lieu en février, c'est-à-dire lorsque les températures sont les plus basses. C'est-à-dire qu'il va faire moins 20 degrés. Mais c'est pour le bien du livre, voilà. Donc, je vais passer quelques jours là-bas et aussi quelques jours à Montréal auparavant, où je vais rencontrer notamment le distributeur et partenaire là-bas des éditions d'Alva. Parfait. Vous écrivez à un moment donné dans le roman, on fait ce qu'on peut. Certains peuvent beaucoup et d'autres non. Cela devrait juste s'abstenir de faire des gosses. C'est aussi un roman sur l'enfance, sur la procréation, sur l'avenir, sur l'anticipation de faire un enfant dans des conditions décentes pour leur donner un avenir potable, plausible. Cette phrase m'a marqué aussi parce que je me suis dit, de qui elle vient cette phrase, qui est derrière cette phrase, parce qu'en effet beaucoup j'imagine l'ont acquiescée, mais elle est importante cette phrase. C'est aussi un roman sur ça, sur est-ce que faire des enfants aujourd'hui est une bonne idée ou non, est-ce qu'on a les moyens d'assurer un avenir à nos enfants? J'ai une de mes filles qui m'écoute là, donc je ne sais pas ce que je peux dire en fait. En effet, c'est délicat, c'est vrai. Bon, elle est grande, donc ça fait un moment. Est-ce que je referai pareil aujourd'hui? Est-ce que je referai des enfants aujourd'hui? Je ne sais pas, non, je pense qu'il faut effectivement, bon, c'est un peu radical ce que je lui fais dire là à ce personnage, mais quelque part, c'est vrai quand même, c'est de plus en plus angoissant de jeter des enfants dans ce monde qui est totalement déboussolé. Et en revanche, je leur fais dire autre chose. Et il y a une phrase que quelqu'un m'a ressortie il n'y a pas longtemps et que finalement j'aime bien, qui dit c'est au moment où Thomas est dans la voiture avec une jeune Québécoise qui l'a pris en stop et qui lui dit voilà, j'ai déjà un gosse, j'en attends un autre, et est-ce que c'est vraiment une bonne idée est-ce que c'est vraiment une bonne idée en ce moment de jeter des enfants dans le monde? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Et là, Thomas, il réfléchit pas trop et il répond, qu'est-ce qu'on va leur apprendre?
Et il dit, on va leur apprendre l'optimisme. On va leur apprendre l'optimisme et l'amour. Et voilà. Donc, je pense que effectivement, en toute rigueur, il serait souhaitable de ne pas continuer à surpeupler cette planète, mais concrètement, quand on a des enfants, faut leur apprendre que effectivement, tout n'est pas gai, mais qu'il y a encore des choses chouettes, quoi, à partager et à vivre. Et concernant cet enfant, donc Nathan, dont on a peu parlé ce soir, et Marianne aurait dû, comme pour le livre, le dire qu'il n'y a pas assez de Nathan. Il y a cette disparition qui arrive assez tôt dans le livre, on ne trahit rien. Et c'est aussi ce rejet de culpabilité constant dans le couple qui intervient tout au long du roman. Il y a ce rejet d'une culpabilité, ce rejet de « c'est ta faute ». Tu ne l'as pas assez surveillé. Non, c'est la tienne. Non, c'est le chien. Non, c'est ta sœur. Il y a cette culpabilité dans le couple qui peut intervenir pour un enfant, en effet, disparu, mais pour toute autre chose. C'est aussi ça, la force de ce roman, c'est de voir à quel point, en tant qu'être humain, on est assez sûr de nous, peu importe la situation. On a du mal à accepter de faire des erreurs. Surtout une erreur de cette taille, parce que c'est quand même, moi, je pense qu'en fait c'est une expérience c'est tellement affreux de perdre un enfant en fait, et encore plus, je ne sais pas si c'est encore plus, mais de le perdre par disparition dans la mesure où on ne peut pas faire de deuil, je pense que c'est difficile pour chacun des personnages, c'est difficile de se dire bah oui, c'est de ma faute. Si je l'avais mieux surveillé, ça ne serait pas produit. C'est juste impossible. Donc, la tentation est trop grande de rejeter la faute sur l'autre. Et ce, d'autant plus qu'ils sont quand même. Alors, ils s'entendent tous les deux très bien, ils sont très proches. Enfin, c'est une grande histoire d'amour entre les deux personnages, mais il y a des fêlures, et il y a des fêlures dès que l'enfant naît, en fait. Et ces fêlures, elles sont liées aux manières différentes qu'ils ont d'aborder l'éducation d'un enfant, parce que... elle s'accentue même. Et elle s'accentue, et elle atteint un sommet au moment où il disparaît. Mais c'était déjà en germe avant, c'est-à-dire que le père est hyper précautionneux, mais au point d'avoir peur de tout et d'exagérer tout problème potentiel, et au point même de mettre son enfant en danger de manière involontaire en l'empêchant de faire certaines choses. Et la mère est... alors, j'ai laissé un doute. J'ai laissé un doute volontairement, c'est-à-dire que certaines scènes qui sont vues par le biais du père, dans certaines de ces scènes, on a l'impression qu'elle voudrait que son enfant disparaisse, en fait, enfin qu'elle lui veut du mal. Et ça, je l'ai laissé volontairement. Enfin, je ne veux pas qu'on ait de jugement définitif là-dessus, parce qu'effectivement, elle a des comportements dangereux. Est-ce que c'est sa nature? Parce qu'elle pense qu'un gosse, c'est fait pour apprendre par lui-même. C'est un point de vue. Ou est-ce que c'est parce qu'elle elle a quand même une grande frayeur d'élever un enfant, elle aussi. Ils ont tous les deux une grande frayeur d'élever un enfant. Alors lui, parce qu'il a sans arrêt peur qu'il lui arrive quelque chose, et parce qu'il estime que ce monde est surpeuplé, justement. Et elle, parce qu'elle a vécu une enfance tellement difficile qu'elle se dit qu'elle ne sera jamais capable, elle, d'élever un enfant. Et du coup... ils ont tous les deux un problème vis-à-vis de l'éducation, et pour elle, ça va jusqu'à des comportements presque dangereux. Enfin, voilà. Ce qui mettra un doute un doute supplémentaire sur ce qui s'est passé le jour de la disparition. Enfin bref, ils sont tellement opposés dans leur principe éducatif et dans leur réaction par rapport à l'enfant qu'en fait, la disparition ne peut que faire exploser leur couple.
je pense. C'est pas possible autrement. Enfin, dans ma tête, c'était pas possible autrement. Et ils sont tellement remontés l'un contre l'autre que, ben voilà, qu'ils s'envoient les choses les plus désagréables possibles dans la tête. Et c'est d'autant plus qu'ils ont été différents vis-à-vis de l'enfant, mais ils sont aussi différents quand il s'agit de le chercher ou non. C'est-à-dire que y en a une, oui, qui n'arrêtera jamais de le chercher. De toute façon, tant qu'elle vivra, elle n'arrêtera pas de le chercher, parce qu'elle est persuadée que quelque part, il est toujours vivant. Et lui, qui a tendance à se fier davantage, il est plus rationnel, en fait, donc il a tendance à se fier davantage, quelque part, aux statistiques, et qui lui dit froidement que, au bout de 2 jours, un enfant qu'on a perdu, on a beaucoup de risques de ne pas le retrouver, et qu'au bout d'une semaine, les statistiques indiquent que c'est quasiment nul. Et lui, donc, il cherche quand même pendant quelques semaines, voilà, en y croyant un petit peu, et puis au bout de quelques semaines, il passe l'éponge, et il aimerait repartir sur autre chose, mais elle ne veut pas. Et donc, ils sont aussi opposés dans cette attitude-là, et ça va les braquer encore plus l'un contre l'autre, en fait. Elle ne veut pas parce qu'elle n'y croit pas. Elle ne croit pas au décès de son enfant. Non, elle n'y croit pas. Elle ne veut pas y croire. Et jusqu'à la fin, elle refusera d'y croire. On ne dit rien, Isabelle, on ne dit rien. Mais on ne dit rien, voilà. Non, j'aimerais qu'on parle... Quand même... Pardon, excusez-moi. Enfin, c'est un des points très beaux aussi. C'est ce portrait assez juste de toute l'ambivalence et l'ambiguïté qu'il y a à être mère. On voit beaucoup Zoé, mais enfin à être parent. Je trouve ça intéressant et très, très poignant la façon dont est présentée cette perte et la façon dont les 2 parents y réagissent, parce que ça fait sortir des choses belles et des choses moches aussi chez les deux, et c'est assez véridique, je trouve. Des années aussi qui durent et qui semble fou d'ailleurs, même, mais qui n'a pas permis on peut imaginer qu'en effet. On vous a pas entendu, Juliette. Non, alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est Juliette. Non, elle est figée. Oui, et ce silence qui est évidemment pesant pendant 6 ans. Ils ne se sont pas revus. Thomas revient en effet, et je rejoins Anne sur le fait qu'il a en effet du courage de revenir, même s'il revient pour un autre événement, c'est la mort de son père. Mais les deux sont au final résilients. Les deux, j'ai l'impression que ces 2 personnages sont résilients et se retrouvent à un moment donné en comprenant à quel point ils ont été peut-être idiots d'avoir coupé toute communication pendant tant de temps. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un couple qui veut très fort se retrouver, mais qui n'y arrive pas quand même, parce qu'ils ont un passé qui est trop difficile à digérer, mais on sent un rapprochement. Et ce que je voulais aussi, bon, ça c'est très romanesque, hein, mais je voulais laisser à supposer que peut-être ils avaient un futur possible en tant que couple, de manière extrêmement romanesque, et avant de tout casser, parce que j'avais envie, parce que ça n'aille pas jusqu'au bout. Non, parce que en fait, c'était pas ça que je voulais. Et effectivement, il y a toujours quelque chose entre eux. Ils continuent très fort à penser l'un à l'autre, mais ils sont dans une espèce de déni peut-être. De déni et de fierté aussi, qui fait que ils en sont venus aux mains quand même avant de se séparer. Ils ne sont pas très fiers ni l'un ni l'autre, et ils se sont battus en fait. Et même si cette scène est juste évoquée, ils se sont quittés dans une extrême violence. Et ensuite, c'est difficile de revenir. C'est difficile de revenir là-dessus. Il y a un mélange de déni, de fierté, de culpabilité, qui fait qu'effectivement, ils gardent le silence radio pendant 6 ans, avant de se retrouver, alors un peu par hasard, mais pas complètement, puisque lui n'est pas venu au Québec pendant 6 ans, parce qu'il sait que s'il revient au Québec, il sera attiré par Zoé et sa funeste Marina.
et qui ne pourra pas s'empêcher d'y aller. Et pendant 6 ans, il n'est pas venu à cause de ça. Seulement quand son père meurt, il faut bien qu'il revienne. Et effectivement, il ne pourra pas résister à l'attraction de Zoé et de la rivière et de la marina. Enfin, il n'y arrivera pas. Qui sont à part, qui sont rejetés, qui m'ont beaucoup fait penser en effet à l'avenir de Catherine Leroux, mais aussi à James Barrie avec Peter Pan. Ces enfants que Zoé va chasser à un moment donné, ces enfants-là, alors ces enfants et adolescents, on va dire, qui sont dans cette forêt, comment vous les avez traités, parce qu'ils ont un passé particulier, ils ont des caractéristiques aussi singulières, et on les voit, on les imagine clairement dans notre œil de lecteur. On voit aussi Zoé chasser, parce qu'on ne l'a pas dit, mais votre roman, il est extrêmement visuel, il y a une atmosphère, ça c'est évident, mais on l'imagine parfaitement adapté au cinéma, sans aucune difficulté. Mais ces enfants-là, ils sortent d'où en réalité? Est-ce qu'il y avait quand même quelque chose, un événement politique, sociétal qui vous a marqué pour les créer littérairement? Alors c'est dans la lignée de, enfin concrètement dans le livre, ils viennent des États-Unis, hein, ils franchissent la frontière et ce sont des enfants qui n'ont plus de parents. Alors enfants ou adolescents, hein, ça va jusqu'à 18 ans, mais en tout cas jusqu'à 18 ans, les Canadiens se donnent le droit de les traquer dans la forêt, de les ramasser et de les mettre dans des centres de rétention qui sont un peu l'équivalent de nos centres de rétention pour mineurs, en fait. Et ce qui a déclenché le truc, je crois que c'est un reportage que j'avais lu sur des bandes de mineurs isolés, comme ça, enfin isolés sans parents, en fait, mineurs migrants sans parents à Paris, et qui vivaient dans la rue, comme ça, sans protection, sans rien du tout. Voilà, et j'ai trouvé ça horrible. Et je crois que c'est une conjonction des deux choses qui m'a fait imaginer, les imaginer dans la forêt. Mais on n'a pas eu la réponse encore du titre. Parce que alors, je peux vous parler, mais je ne mets pas l'image parce que je ne cesse d'être coupée. Oui, ça marche. Alors, je suis désolée. Oui, le titre a évolué. Isabelle, tu veux dire de quoi était né ton premier titre, qui est un mot qui est toujours présent dans le livre, hein. Oui, il est resté présent dans le livre. Alors, il avait pour titre Gatawa, ce qui est un peu étrange. En fait, c'est une contraction. Voilà. Alors, c'était d'une part un clin d'œil à Bienvenue à Gattaca et d'autre part un mot valise entre Gatineau et Ottawa. Et il y a une scène dans le roman où il apparaît toujours. Et en fait, le propos, c'est qu'ils vont voir Bienvenue à Gattaca, justement, et se posent des questions sur l'avenir des deux villes. Et je crois que c'est à ce moment-là que Thomas dit, dans le futur ici, si on a des enfants, ah oui, il se demande s'ils vont avoir des enfants, parce que l'avenir, etc. Et décide à ce moment-là de ne pas avoir d'enfants, mais c'est raté, ils en auront un quand même. Et Thomas lui dit, eh bien, ça s'appellera, dans le futur, ça s'appellera Gatawa. Les deux villes auront fusionné. Et en une seule ville, en fait, qui s'appellera Gatawa, et les langues aussi auront fusionné. Enfin, voilà, il y a une petite histoire sur les villes et les langues. Et je trouvais que c'était très bien comme titre, Gatawa. Sauf que c'est très bien au Québec. Comment? J'ai dit pardon, Isabelle. Non, parce que c'était pas raisonnable. Autant au Québec, c'était bien, je pense, parce que les gens auraient fait tout de suite le rapprochement. Enfin, ils auraient compris facilement. Ici, le lecteur français, ça ne l'aurait pas particulièrement attiré.
ça faisait un petit peu private joke, mais qu'on ne pouvait pas vraiment partager. C'était compliqué parce que, par ailleurs, le mot était marrant et tout ça, mais je pense que ça aurait été difficile de... Enfin, non, c'était pas possible, hein, ouais. Soyons clairs. Non, en plus, ça faisait, comme on n'identifiait pas le mot, ça avait un petit côté, ça tirait le roman vers la fantaisie, la SF, etc., ce qui n'était pas du tout ce qu'on avait envie de mettre en avant dans ce livre. L'histoire de la France au sein du roman, il y a une deuxième partie, un deuxième extrait sur la France, et il m'intéresse fortement parce que c'est le côté utopique qu'on a du Canada en tant que Français. Vous dites, les Français ont toujours cru que le Canada était plus propre juste parce que c'est le Canada. C'est vrai, en réalité, c'est qu'on a une image peut-être extrêmement utopique de ce pays-là, et vous l'écrivez là. Et alors justement, c'est quoi la vérité, Isabelle? La vérité, c'est que enfin, la plus grande partie du Canada, hors Québec, est extrêmement américanisée et ressemble fort aux États-Unis, quand même. Enfin, je crois que il serait peut-être pas content que je dise ça, mais c'est quand même fortement l'impression que j'ai. Le Canada anglophone est extrêmement états-unien. Et voilà, le Québec garde son originalité et essaye en tout cas de garder son originalité, mais la façon dont on le voit, ce pays, à travers enfin, en tant que Français, le prisme français ou européen le rend extrêmement exotique avec ses grandes forêts, ses grandes étendues enneigées et sa vie un peu, sa vie de rêve. Voilà, sauf que quand on se balade au Canada, bah, il y a quand même beaucoup d'endroits complètement paumés et des villes qui sont extrêmement américanisées. Donc, bon, il y a une utopie. Il y a une utopie du Canada, je pense, quelque part. Très bien, je pense qu'on est en effet sur la même longueur d'onde. Je reviens également sur Zoé, parce que à un moment donné du livre, elle croit toujours que son fils est vivant, et Thomas ne la prend pas au sérieux puisqu'il considère qu'elle a des super pouvoirs, qu'elle sent les choses, qu'elle sent les animaux, qu'elle sent les maladies avant qu'elles surviennent, les orages avant qu'ils éclatent. Ça, c'est un passage aussi intéressant sur le côté comment dire, fantasmagorique peut-être de ce personnage-là que vous mettez et qu'on pourrait penser aussi qui est un personnage magique, clairement. Je me suis posé la question dans certains passages si véritablement elle était, on ne va pas dire humaine, mais en tout cas qu'elle avait peut-être quelque chose de plus que les autres, un sixième sens, quelque chose d'autre. Mais vous avez aussi, volontairement, j'imagine, fait une héroïne extrêmement haut en couleur, extrêmement subtile dans ses émotions et son lien surtout avec la nature. C'est aussi un roman sur Zoé et la nature. Oui, la nature, elle est extrêmement ambivalente, Zoé, puisque elle est d'une part biologiste un peu contrariée, puisqu'elle avait commencé des études de biologie, donc c'est quand même une scientifique. Elle avait commencé des études de biologie qu'elle a interrompues pour s'occuper de la marina familiale. Et elle a un rapport à la chasse, par exemple, qui est assez technique, assez rationnel. Elle a un côté très rationnel. Quelqu'un a parlé? Non. Elle a un côté très rationnel et elle a par ailleurs un ensemble de superstitions, mais comme tout le monde, je pense, y compris les gens rationnels, ils ont beaucoup de superstitions. Et au nombre de ces superstitions, eh bien, il y a par exemple le fait qu'elle va retrouver son enfant. C'est quand même une superstition assez énorme. Et aussi un certain nombre de... Oui, quand elle dit à Thomas qu'elle le sentait, mais quand il était à 5000 km de distance, c'est complètement dingue, quoi. Ça n'a aucun sens, en fait. C'est pas du tout rationnel. Et donc, elle est à la fois très rationnelle et à la fois superstitieuse. Donc, moi, ça me plaisait comme personnage parce que je pense que c'est pas incompatible.
D'ailleurs, on peut avoir ces deux aspects-là dans la même personne. Ouais. Et par rapport à son identité, puisqu'elle ne se revendique d'aucune identité, ce qui est plutôt rare chez les autochtones, là, pour le coup, elle ne veut être en réalité attachée à aucune famille, à aucune racine. Elle s'extrait totalement de son milieu. J'ai eu l'impression, en tout cas, qu'elle était un électron libre dans le roman. Oui, elle essaie, en tout cas, puisqu'elle va être rattrapée un peu par les choses, mais là aussi, elle est complètement ambivalente, puisque elle décide, effectivement, elle décide qu'elle n'a pas de racines, mais on ne lui a pas offert la possibilité d'en avoir, puisque sa mère a refusé la transmission. Donc, elle a refusé de lui enseigner sa langue, elle a refusé de lui présenter ses grands-parents, par exemple, sa famille, on n'en parle jamais parce qu'elle ne la connaît pas, et elle a refusé de lui faire partager la culture ou le peu de culture autochtone qu'elle aurait pu avoir, puisque la mère avait été arrachée en fait elle-même de sa famille quand elle avait 6 ou 7 ans. Donc le peu de culture ancestrale qu'elle aurait pu lui transmettre, elle a refusé de le faire parce qu'elle était traumatisée par les pensionnats. Et donc Zoé n'a rien eu en héritage, si ce n'est, enfin du côté de sa mère en tout cas, hein, si ce n'est un refus de communication et quelqu'un qui l'a éduquée de manière extrêmement distante en fait. Donc elle refuse. Ce côté-là de son héritage, elle le refuse. Elle dit, puisque c'est comme ça, puisque c'est comme ça, soit, je ne suis pas autochtone, mais en fait, je suis rien du tout. Je veux rien être du tout. Je veux juste être. Je veux pas avoir de religion. Je veux pas avoir de racines particulières. Je suis juste née au Québec. Je parle français. C'est comme ça, mais ça aurait pu être autre chose effectivement. Donc elle essaie de rejeter toutes ces racines et sa famille. Ce qui est normal puisque c'est une famille assez dysfonctionnelle. Elle essaiera de recréer une autre famille avec Thomas, mais là encore, elle va échouer. Donc finalement, c'est un électron libre à la fois par choix, mais enfin pas seulement par choix, par la force des choses. Sa famille, à elle, sa famille parentale était dysfonctionnelle. La famille qu'elle crée avec Thomas explose et elle se retrouve seule. Une fois de plus, elle se retrouve seule. Donc, elle n'a pas forcément choisi ça, mais c'est toujours plus confortable de se dire qu'on l'a choisi que de le subir. Donc, elle se dit qu'elle l'a choisi, qu'elle est comme ça parce qu'elle l'a choisi, mais c'est pas vrai. Et à la fin, on verra qu'elle va se recréer une espèce de famille, même si c'est pas une famille au sens classique du terme. Le groupe dont elle s'entoure à la fin, j'espère qu'on, je sais pas si on le sent, j'espère qu'on le sent, mais c'est une espèce de recréation de famille ou de communauté, ou enfin voilà, de gens qui vont vivre ensemble en tout cas. Avant que vous nous disiez un deuxième passage du roman, est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement parce que là, sincèrement, après L'Enfant Rivière, on a vraiment envie de vous lire à nouveau. Est-ce que vous êtes en train d'écrire autre chose? Est-ce que vous allez retourner au polar? Est-ce qu'au contraire, vous allez continuer dans cette veine-là? Je l'espère. Mais j'aimerais savoir s'il y a déjà des projets, des mots, des histoires qui sont déjà en train de se créer dans votre esprit. Est-ce qu'il faudra aussi une résidence pour que vous puissiez écrire à nouveau dans des conditions, ou en tout cas vous immerger au sein d'un territoire ou d'un groupe, tout simplement? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer, Isabelle? Beaucoup de choses, beaucoup trop en fait. Je suis un peu débordée par mes gens. J'avais commencé un certain nombre de choses avant L'Enfant Rivière, à vrai dire, et que j'écoute tout, hein. Je recoupe le son. Ah oui, mais oui. J'avais commencé un certain nombre de choses avant L'Enfant Rivière que j'essaie de poursuivre plus ou moins parce que c'est extrêmement compliqué de s'y remettre quelque temps après. Alors, il y a des choses que j'écris avec des gens, donc ça, bien évidemment, je vais aller jusqu'au bout. J'écris notamment, je vous ai dit, un roman policier avec Raymond Ouimet, québécois. Donc, là, on est en cours de, disons qu'on est à 80, peut-être 80% de l'écriture. On ne va pas très vite. Ça fait plus de 2 ans, mais on ne va pas très vite. Et j'écris aussi à 4 mains avec un ami breton, lui qui habite près de Lorient.
Et là, on a déjà écrit un polar à 4 mains et on vient de terminer la suite, en fait. Voilà. Donc celui-là, disons que c'est quasiment terminé. Donc ça, c'était mes coécritures en cours. Et sinon, moi, effectivement, avant L'Enfant Rivière, j'avais 2 histoires en cours, dont un polar, et enfin polar, oui, roman policier, et une autre histoire qui serait plus dans la veine de L'Enfant Rivière, je pense, parce que n'ayant pas de caractère policier du tout. Mais aucun de ces projets n'est vraiment abouti pour l'instant. Enfin, il y en a un qui est moyennement avancé et l'autre plutôt en réflexion, disons. Est-ce qu'il y a une connexion personnelle éventuelle avec une langue bretonne ou une culture bretonne non transmise au sein de votre famille? Et est-ce que c'est extrapolé chez votre personnage? C'est une très bonne question parce que je m'en suis rendu compte. Ce qui est terrible, c'est que je m'en suis rendu compte a posteriori, en fait. C'est-à-dire, ce n'est que très récemment en expliquant à quelqu'un ou en écrivant ou en lisant quelque chose à propos de cette femme qui n'a transmis à ses enfants ni sa langue ni son héritage, eh bien, il m'est venu à l'esprit soudainement qu'en fait, ça faisait partie de mon histoire et je n'avais jamais pensé avant. C'est vraiment bizarre parce que mes parents n'étaient pas francophones, en fait. Ils étaient de langue bretonne. Parce qu'ils ne sont pas allés dans des pensionnats, mais ils allaient à l'école, et qu'à l'école, on les a obligés à parler français, et que s'ils ne parlaient pas français, on les frappait, en fait. Donc, ce qui n'était pas... Enfin, voilà, l'école républicaine française n'a pas toujours fait dans la douceur. Et voilà, et à l'issue de ça, ils ont fort bien appris le français, mais il n'y avait pas de problème. Et ça a été c'est devenu leur langue. Et moi, ils m'ont jamais appris le breton, ni à moi, ni à mes frères et sœurs. Voilà. Donc là aussi, c'est une histoire de, même si ça n'a pas la même dimension, je veux dire, il y a moins de violence derrière, mais une violence plus symbolique peut-être, mais finalement, cette histoire se répète partout. Forcément. Ouais. Alors, eh bien, c'est la fin de la rencontre, mais j'aimerais que on finisse cette rencontre en beauté avec un deuxième extrait que vous nous avez concocté. Isabelle, c'est à vous. Alors, c'est un extrait qui tourne plus autour des relations familiales entre les 3 protagonistes de la famille, Zoé, Nathan et Thomas. Nathan jouait au bord de la rivière. Zoé, assise sur la plage, le regardait s'enfoncer dans l'eau. Chevilles, mollets, cris de joie de l'enfant, à peine articulés. À 3 ans, Nathan maîtrisait encore assez mal le langage, mais il marchait depuis ses 12 mois. Corps délié, agile, nerveux comme celui de Zoé, brun comme Zoé, tout le contraire de Thomas, qui avait le corps un peu trop blanc, trop lourd, trop grand, plié pour cacher sa stature et ça lui donnait une allure gauche. Les mots de Nathan viendraient plus tard, vers 3 ans et demi. Enfin, il se mettrait à parler parfaitement en français et en anglais d'un seul coup, tantôt mélangeant les 2 langues, tantôt les distinguant avec un soin maniaque. Une prouesse que Thomas lui envirait presque, sans vouloir le reconnaître, lui qui s'était battu avec le français appris tardivement. Nathan jouait à éclabousser un canard sauvage qui se tenait à distance prudente de lui, se laissant dériver sans s'envoler. L'eau atteignait ses mollets, et Nathan continuait à avancer, les bras tendus vers le canard qui s'éloignait en maintenant entre deux une distance constante, un jeu pervers et dangereux. Et Zoé, sur la plage, était toujours assise en tailleur. Il la voyait de derrière, son dos droit, sec et nerveux, les genoux qui dépassaient de chaque côté, les mains posées sur les cuisses qu'il ne pouvait pas voir, qui ne faisait pas de geste vers l'enfant, à moins que, impossible de le savoir, comme il était impossible d'entendre, depuis l'endroit où il se trouvait, d'entendre si elle appelait l'enfant, si elle lui intimait l'ordre de revenir vers le rivage, si elle lui rappelait qu'il ne savait pas nager, si... Il s'était immobilisé, ébloui, pétrifié, à regarder Zoé, regarder l'enfant s'enfoncer dans l'eau, genoux, mi-cuisse. L'image dansait devant ses yeux, perdait de sa netteté. Lorsque le niveau de la rivière avait atteint le bassin de l'enfant,
Il s'était mis à courir et à hurler, et son cri avait fait brutalement sortir Zoé de sa torpeur. Elle s'était dépliée d'un bond, et c'était à peu près au même moment qu'ils étaient entrés dans l'eau tous les deux parents. Mais dans l'eau aussi, elle était plus rapide que lui. Et pour finir, c'était elle qui avait saisi l'enfant qui trébuchait dans le courant, piaillait de peur, l'avait pris dans ses bras et l'avait serré contre elle, à l'étouffer presque. Il était resté là, les bras ballants, impuissant dans sa rage, à les observer, la mère et l'enfant enlacés. Merci Isabelle, merci beaucoup. Est-ce que Juliette et Marianne veulent rajouter quelque chose? Ou s'il y a une dernière question, vous pouvez évidemment lever la main. Marianne, je voulais peut-être dire quelque chose. Je voulais déjà vous remercier, Isabelle, et puis te remercier toi, Anthony, et toute l'assistance, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire, comme vous l'aurez senti. Il y a des sujets dans tous les sens sur ce livre, une vraie intensité. On a pu aussi entendre la langue, hein, qui est, parce qu'on a beaucoup parlé de la structure de l'histoire, des thématiques, mais c'est aussi, et c'est souvent le premier coup de cœur pour moi, il y a une langue, hein, on la sent, un rythme qui est très, 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 très beau, qui moi m'a beaucoup plu. Donc, je ne sais pas, comme j'ai loupé le tout début, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, s'il y a encore des néo-lecteurs à venir, mais franchement, je vous le conseille très vivement, ce livre, et je suis très heureuse qu'on ait pu faire cette petite rencontre virtuelle pour en parler. J'ai reconnu quelques pseudos qui l'ont lu et qui ont fait des beaux coups de cœur sur Instagram et tout ça. Et c'était très chaleureux. Cette ambiance autour de ce livre, l'accueil et la façon dont le bouche à oreille de coups de cœur se fait, c'est hyper agréable. Voilà, donc je vous remercie tous. Rien à ajouter. Embrasse Isabelle. Merci à vous. C'est un livre totalement singulier, on ne voit pas ça, on voit ça nulle part, tout simplement. Hein. C'est extrêmement à part dans la littérature aujourd'hui, en 2023 encore plus. Donc il faut soutenir en effet ce livre-là, cette plume, mais aussi tous les sujets qu'il aborde, parce qu'il aborde énormément de sujets. J'ai rarement vu peut-être un livre aussi foisonnant sur notre propre vie, sur la vie des autres aussi. Et en effet, le Québec est un terreau magnifique pour écrire. Donc vraiment, bravo Isabelle Amonou. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt pour le prochain, Isabelle. Hein. Juliette est à l'affût. Hein. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, bonne soirée. Je n'ai pas perdu une miette de tout ce qui s'est dit. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne fin de soirée à tous. Et merci beaucoup. Merci. Isabelle. Au revoir. Au revoir.